Bonsoir à tous. C'est Tambour battant consacré aux censures. Quelles limites pour la liberté d'expression? Alors, nos premiers invités, avec Patrick Tudoret, nous recevons Nathalie Hennick. Nathalie Hennick, vous êtes sociologue au CNRS. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Ce que n'est pas l'identité », entre autres, qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Vous avez aussi écrit une histoire de la France aux Impressions Nouvelles. C'est un récit littéraire relatif aussi à l'identité nationale de la France. Et beaucoup de vos livres touchent au problème des valeurs. Et dans ces valeurs, bien sûr, il y a la question de la liberté d'expression. À côté de vous, Fabrice Piot. Fabrice Piot, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Livre Hebdo. Vous aviez publié le livre « La fin d'un règne » chez Stock. Alors voilà, je voudrais commencer par le type d'interdiction auquel on pense d'abord. C'est vous qui m'y fait penser, Fabrice Piot. Récemment, il y a eu un problème avec Bastien Vivès pour un livre qui s'appelait Petit Paul. Petit Paul a été taxé de pédopornographique. Et en France, en 2017, on a considéré que c'était insupportable. Il y a eu une petite campagne. En fait, un certain nombre de sociétés qui diffusaient le livre ont été contraintes de suspendre cette diffusion. À la suite d'une pétition. À la suite d'une pétition, ouais. Parce que on parlait de sexe, et on parlait de sexe au fond sous la marque de divertissement. C'était pas pour les enfants, hein. C'était un livre pour les adultes, et on parlait de sexe au fond avec des impressions de divertissement, sans que ce soit pornographique. Et la pétition mettait en avant l'article 227-23 du Code pénal, qui stipule que les représentations à caractère pornographique de mineurs sont interdites. Or, ce n'était pas du tout des représentations pornographiques de mineurs. Alors, il y a une scène, par exemple, où Petit Paul se voit imposer un acte sexuel par son institutrice. En fait, l'auteur a dit que c'était une PD qui parle de cul et de manière décomplexée. Voilà ce qu'il a dit. Et on est plus dans le fantasme que dans la réalité. C'est pour adultes. Et en plus, il faut le dire, c'était vendu sous scellé, c'est-à-dire sous un voile plastique, ce qui fait que les enfants ne pouvaient pas ouvrir ce livre. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire, vous qui êtes à la direction au fond de ce journal qui concerne le livre? D'abord, l'élément important, c'est que le livre n'est pas interdit. Et je trouve que c'est très révélateur de la forme que prend la censure aujourd'hui. On n'est pas dans des attaques en justice contre ce livre, en tout cas pas pour l'instant. C'est un livre qui est sorti en fait en septembre dernier, là, donc c'est très récent, qui est signé par un auteur, Bastien Vivès, qui est un auteur connu, reconnu, pour des livres qui n'ont rien de pornographique. Son livre le plus connu, c'est Paulina, qui est sur une danseuse, et c'est édité chez Casterman. Il est édité chez Casterman, chez Dupuis, il est chez des éditeurs qui ont pignon sur rue, et une partie de son activité, c'est aussi, parfois, il s'offre le luxe de livres pornographiques, dont ce livre, Petit Paul, qui est paru chez Glénat, et qui raconte, c'est vraiment une série de séquences très humoristiques. Le point de départ, c'est un gamin de 10 ans qui a un pénis surdimensionné. Et le fait qu'il ait ce pénis surdimensionné, ça s'accompagne chez lui d'ailleurs d'une certaine curiosité, une certaine excitation. C'est un gamin précoce, sexuellement précoce, il y en a. Et évidemment, ça suscite une curiosité chez les femmes autour de lui. Mais en fait, le problème, c'est pas tellement ce que c'est plutôt que les fantasmes qu'il y a autour. Et vous avez raison de dire que c'est pas une censure d'État, on n'a pas de censure d'État, mais on a une censure qui est à l'initiative, au fond, de groupes de pression. Oui, absolument. Parce que, notamment de diffusion du livre. Absolument. Mais je resitue le livre parce que c'est important de voir le cadre. On est dans un cadre assumé comme pornographique, essentiellement humoristique. Bon, je crois que c'est un point important. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Une pétition sur Internet, 2000 signatures en 48 heures. Donc voilà, un mouvement qui est créé. Et ce qui est étonnant, c'est comment ça fait boule de neige, comment la presse relaye ces protestations sans vraiment trop s'intéresser au fond de l'affaire. Est-ce qu'il y a vraiment une affaire réellement au-delà de la pétition? 2 chaînes de librairies, Cultura, Gilbert Joseph, annoncent immédiatement qu'ils retirent le livre de la vente. Et encore une fois, toujours sans plainte, sans qu'il y ait de plainte, sans qu'il y ait d'interdiction. Et évidemment, ce genre de censure va très loin parce qu'au-delà de la pétition,
On a ensuite des démarches organisées ou individuelles, par exemple à la librairie De Citre de Lyon, qui est une très grande librairie la très grande librairie lyonnaise. Il y a quelqu'un, et ça a été filmé par les caméras intérieures du magasin, qui a été prendre le livre, qui est donc sous film plastique, dans le rayon de bande dessinée adulte, qui a enlevé le film plastique, qui l'a placé au milieu de la bande dessinée jeunesse, qui a ensuite fait des photographies qui ont été postées sur Twitter en accusant la librairie De Citre d'être une librairie pédocriminelle. Donc voilà, on est dans un système de pression, c'est quelque chose d'assez sournois, d'assez insidieux. Patrick Tudoret. Alors, on l'a un peu dit, mais il y a des libraires effectivement qui ont décidé de retirer le livre, d'autres qui au contraire ont dit mordicus, nous gardons le livre, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de décision de justice, Tout à fait. Ce qui est un fait. Tout à fait. Est-ce que le problème, vous l'avez effleuré en disant que c'était important, effectivement, il y a aujourd'hui dans beaucoup de médias cette manière de s'intéresser à la forme, à l'écume des choses, je dirais, et c'est-à-dire ce qui fait du buzz, pour parler proprement français, voilà, ce qui fait du bruit médiatique, plutôt qu'au fond. Or là, eh bien, on touche à des affaires qui peuvent éventuellement finir au tribunal ou en tout cas dans le droit. Et c'est justement le fond qu'il faudrait juger. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette démultiplication à cause de certains médias assez dominants de ce bruit? Ce qui est intéressant, enfin, je pense que Emmanuel Pierrat, qui doit intervenir un peu plus tard, pourra l'évoquer, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est dans un glissement. Je pense qu'il y a quelques années, ces types de groupes de pression allaient attaquer au tribunal des ouvrages qu'ils considéraient comme ne respectant pas la loi, finalement, étant contraires aux bonnes mœurs. Aujourd'hui, ils ne prennent pas cette peine, d'autant qu'effectivement, leur victoire est loin d'être assurée, parce que on le voit, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de plainte sur ce livre, pas plus que sur d'autres d'ailleurs, qui ont été publiés plus tôt et qui ont donné d'autres occasions. Aux éditions Milan, il y a eu ce livre, par exemple, on a chopé la puberté. On a chopé la puberté. On a chopé la puberté. Et alors, il y avait cette phrase, « Grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan, dont tu es secrètement amoureuse depuis la maternelle. » Et comme il y avait cette scène entre deux enfants, dans un livre réservé aux adultes, de nouveau, le livre a été aussi attaqué. Oui, et puis il y a une autre affaire autour d'un livre qui s'appelait Tous à poil, qui n'est pas du tout un livre, c'est pas un livre sur la sexualité, c'est un livre sur la différence et la diversité. L'idée, c'est de montrer que tout nu, tout le monde se ressemble en fait. On peut être blanc, noir, jaune, etc. Les gens sont tous les mêmes. Et là encore, groupe de pression, tentative de faire retirer des magasins, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations récurrentes, systématiques, de la part de groupes qui, encore une fois, ne se donnent pas la peine d'aller en justice. Ce qui est intéressant et ce qui est relativement nouveau, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent à ces démarches de censure. Il y a un certain Vincent Cuvelier, autre jeune, qui a lancé une pétition pour interdire les pétitions contre les livres érotiques. Alors j'ai trouvé ça formidable, comme s'il y avait un dialogue et qu'il y avait déjà des gens qui prenaient parti contre la censure. Oui, mais bon, écoutez, tant mieux, hein, c'est souhaitable. Moi, je vois, pour ce qui est de Livre Hebdo, on est très clairement engagé dans cette démarche de défense de la liberté de publier, qui est un élément essentiel de la démocratie. La limite de la liberté de publier, c'est la loi, en fait. Mais à part ça, je pense que c'est très important qu'il soit possible de publier. Vous avez dit que si jamais on saisissait les tribunaux, enfin une association pudibonde saisissait les tribunaux, il y aurait bien peu de chances qu'elle gagne. Pourtant, il y a des associations, il y a des associations qui ont gagné sur certaines affaires avec des livres érotiques. Ils peuvent le gagner parfois, ils peuvent perdre en d'autres fois. Ce qui est intéressant, c'est que que je trouve significatif, c'est que le débat est de moins en moins au tribunal et de plus en plus sous forme de pression. D'une certaine manière, le groupe qui s'est battu sur Petit Paul, il a déjà gagné parce qu'ils ont eu un écho important dans la presse, parce que ce qu'on retiendra finalement, c'est qu'il y a un livre qui pose problème, que ça a créé une polémique et que certaines librairies l'ont retiré de la vente. C'est ça qu'on retient de l'affaire aujourd'hui. Oui, parce que le droit français repose sur une valeur fondamentale qui est la présomption d'innocence. Or, dans les médias, ce droit second, on dira, pour faire poli, ce pseudo-droit nie totalement la présomption d'innocence. Et on le voit sur les réseaux sociaux, par exemple, où les gens sont condamnés à l'avance. Là, on est plutôt dans la présomption de culpabilité. Ce qu'on retiendra de l'affaire, c'est que ce livre est
l'auteur est peut-être coupable. Tout ça parce que ça concerne le sexe. Alors, Oui. parce qu'on le problème de la censure, autre chose, le sexe, l'érotisme, la pornographie. Parce que finalement, l'affaire autour des pamphlets de Céline, que Gallimard, dont Gallimard a dû reporter la publication à cause des pressions qui ont été faites, elle n'est pas si différente en fait. Elle n'est pas si différente. Nathalie Hennig, alors sur les pamphlets de Céline. Alors pas tout de suite sur les pamphlets de Céline, je voudrais revenir sur ce dont on vient de parler, parce que moi ce qui me frappe, vous avez dit les sociétés éditrices ou les librairies ont été contraintes de retirer le livre de la vente. Or, elles ne sont pas contraintes du tout. Si, il y a des associations qui font pression. Non, elles ont choisi de le faire. La loi Ne les contraint pas. Elles s'estiment elles-mêmes contraintes, ce qui est totalement faux. Et si en effet elles faisaient appliquer la loi, ce qui à mon avis est quand même le rôle d'une entreprise quelle qu'elle soit, eh bien elles laisseraient les associations aller devant le tribunal. Et là, comme vous l'avez très bien dit, le juge statue selon les cas. Et on sait très bien que la jurisprudence en matière de pornographie est extrêmement fluctuante selon la façon dont on qualifie un objet, mais au moins le droit s'applique et on n'est pas dans cette espèce de tribunal médiatique qui en effet repose sur la présomption de culpabilité et qui fait que des institutions s'écrasent littéralement face au risque de pétition, de protestation. C'est comme ça que la pièce de Robert Lepage a été déprogrammée par le Festival d'automne, ce que je trouve absolument scandaleux. On y reviendra. Mais je pense que le vrai problème n'est pas la bêtise insigne des gens qui se mobilisent sur tout et n'importe quoi, c'est l'irresponsabilité des institutions qui prennent ces protestations au sérieux et qui en font des motifs pour exercer de fait une censure qui n'est pas une censure d'État, qui est une censure tout simplement institutionnelle et économique. Et c'est là le vrai problème. Alors on est en train d'assister en fait à ce qu'on pourrait appeler une américanisation de la censure, puisque aux États-Unis, le premier amendement interdit aux autorités publiques la liberté d'expression est sacrée. Et la liberté d'expression d'interdire quoi que ce soit. Et du même coup, les interdits sont reportés sur la société civile avec des mobilisations massives d'associations pour défendre la lutte contre la pornographie, contre la pédophilie, mais aussi contre le blasphème, etc. J'ai beaucoup étudié ça à propos des rejets de l'art contemporain. J'ai étudié toutes sortes de mobilisations extrêmement impressionnantes dès les années 80-90 aux États-Unis. Et ce qui est terrible, c'est qu'on arrive à une sorte de guerre civile, puisque le droit n'est pas là pour arrêter la controverse, et du même coup, on a des mobilisations avec des centaines de milliers de personnes dans les rues qui s'insultent, qui éventuellement en viennent aux mains, etc. C'est-à-dire que la paix qui est censée amener une règle de droit plus ou moins respectée par tout un chacun, est complètement laminée par l'absence de juridiction sur la contrainte de la liberté d'expression. Or, en France, nous avons la chance d'avoir un système juridique qui garantit la liberté d'expression à condition que l'expression en question ne contrevienne pas à un certain nombre de règles fondamentales. Alors peut-être on peut les rappeler. Il y a la loi 72 qui dit que le racisme et l'antisémitisme est insupportable. L'interdit de l'incitation à la haine raciale, à l'antisémitisme, au racisme. L'incitation à la pédophilie, ça fait partie de l'arsenal juridique. La protection des mineurs pour les publications destinées à la jeunesse, uniquement pour les protections destinées à la jeunesse. Enfin, on a la loi contre la diffamation, l'insulte, etc. Attendez, on va rester là une seconde parce que c'est quand même ce qui nous différencie des Américains, Absolument. qui eux n'ont pas ça, et qui considèrent que nous sommes déjà des censeurs dans la mesure où dans notre arsenal juridique, il y a ces Et ils ne se rendent pas compte que cette censure portée par le droit est infiniment plus démocratique et infiniment moins problématique qu'une censure exercée par des pressions populaires qui ne sont représentatives de rien du tout et qui ne sont absolument pas la nature portées. a horreur du vide, et donc Voilà, absolument. Et donc on est dans cette américanisation que je trouve extrêmement problématique. Et si aujourd'hui les responsables institutionnels ne comprennent pas que c'est leur rôle de ne pas subir ces pressions, de ne pas obéir à ces pressions, et que s'ils estiment qu'il y a un problème, qu'ils attendent que le droit statue, eh bien, s'ils ne comprennent pas ça, on va se retrouver avec la situation de censure effective par des groupes de pression qui est actuellement aux États-Unis. Vous savez très bien que le plus souvent, c'est pour des raisons financières, parce qu'ils ont peur de perdre éventuellement une partie de leur clientèle qui fait pression, partie de la clientèle qui fait pression pour qu'on censure. Alors, je voudrais savoir si vous pensez l'un et l'autre que l'affaire Céline relève de cela. Donc, je rappelle quand même les faits. Madame Céline, Lucette Détouche en l'occurrence, 104 ans, avait jusqu'à ses 104 ans considéré que les pamphlets de Céline, il y en a 3,
qui sont des textes absolument injurieux, épouvantables, et dont la qualité littéraire, pour le moins contestable. Peu importe. Céline est un grand écrivain. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, c'est des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Mais à côté de ces chefs-d'œuvre du XXe siècle, il a écrit ses pamphlets dont la qualité littéraire est pour le moins contestable. Et alors la question que je voudrais vous poser, c'est donc Gallimard se pose le problème, est-ce qu'on doit rééditer ces textes, ces pamphlets? Il engage le processus, et donc il y a un mouvement des organisations antiracistes, mais pas seulement, suivi par une grande partie de la société. Alors, est-ce que vous pensez que ce mouvement relève de ce que vous avez stigmatisé tout de suite, ou bien est-ce que vous pensez que ce mouvement est légitime ? Ce mouvement est légitime dans la mesure où il s'appuie sur la loi. Ces pamphlets tombent évidemment sous le coup de l'interdiction de l'incitation à la haine raciale. Bon, c'est clair. Donc, de mon point de vue, enfin, c'est pas mon point de vue, c'est le point de vue de la loi, ces pamphlets, normalement, ne devraient pas circuler dans l'espace public. Le vrai problème qui se pose, c'est qu'ils circulent déjà dans l'espace public via les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, la question qui se pose est, est-ce qu'il est plus dangereux de les laisser circuler tels quels, ou bien de les éditer avec un appareil critique extrêmement solide qui permette immédiatement d'en comprendre la teneur. Bon. Et le vrai débat s'est posé sur la qualité de cet appareil critique, puisque Gallimard comptait les republier avec un appareil critique extrêmement nul, voilà, absolument on peut le dire. Indigent. Voilà, indigent, mais avec une préface de Assouline, on peut contester Assouline, mais en tout cas, s'il avait demandé à Assouline, c'était pour critiquer ses pamphlets, voilà, évidemment. Mais la préface ne suffit pas. Voilà. Et donc, il y a eu des propositions extrêmement sérieuses de spécialistes pour dire, nous sommes prêts à proposer une édition critique qui permettra au lecteur immédiatement, mais devant la page, pas en allant en note de bas de page à la fin du livre, de comprendre la teneur de ses propos, de les contextualiser, etc. Et c'est là-dessus que porte le désaccord. Alors, Fabrice Piot, vous n'êtes pas entièrement d'accord ? Oui, dans l'ensemble, je suis d'accord, mais je pense effectivement il y a deux débats différents, parce qu'il y a un débat sur la nature de l'édition critique, et au fond, pourquoi pas avoir ce débat? C'est un débat tout à fait légitime, mais il y a quand même eu une demande tout simplement de ne pas publier. De ne pas republier. Et ça rejoint d'ailleurs aussi le débat sur la publication de Mein Kampf, par exemple. Oui. Il ne s'agit pas de la publication de Mein Kampf ou de la publication des pamphlets de Céline, il s'agit de la publication d'édition critique de l'un comme de l'autre. Et quand on voit, comme le dit Nathalie Hennig, comment circulent de toute façon ces textes, qui sont disponibles, qui sont édités, je pense que se vendent parfois très ça relève de l'intérêt public que ces livres soient publiés dans d'autres conditions. Fabrice Piot, vous savez très bien que Pierre-André Taguieff, dans un très très bon livre, à mon avis, sur Céline, a essayé d'expliquer ce qu'il attendait d'une publication éventuelle des pamphlets, en disant qu'on ne pouvait faire que ce qu'a dit Nathalie Hennig, c'est-à-dire une édition critique avec une préface, mais avec un commentaire de certaines des appréciations. Par exemple, beaucoup de gens qui lisent L'école des cadavres ne savent pas que c'est un livre de collage. Il y a des collages absolument continuellement de pensées qui ne sont pas des pensées de Céline. Bon, c'est intéressant de savoir que c'est des collages quand même de pensées différentes. Alors, le mettre en note, par exemple, ça a du sens. Et Taguieff disait, c'est très compliqué de faire cet appareil de notes, il faut le faire si on publie. Et lui était même favorable à la publication avec cet appareil. Mais Gallimard... Contrairement à Serge Klarsfeld, qui lui était pour la non-publication. Voilà, mais qui est parfaitement légitime. C'est pas absurde, parce que... garder l'interdiction de publication de ces pamphlets est conforme à la loi. Le problème, c'est en effet qu'ils sont déjà là. Et donc, c'est une question de tactique. Quelle est la tactique la moins dangereuse du point de vue de la protection contre l'incitation à la haine raciale ? Ils sont déjà là, si vous voulez, vous avez raison. Mais en même temps, moi, je crois que c'est une question fondamentale que de pouvoir livrer à l'ensemble de la société ces textes pour que les gens puissent le voir. Ils puissent le voir, non pas seulement ce texte lui-même, mais ce texte avec la manière dont il a été conçu, un appareil qui explique les tenants et les aboutissants de ce texte pour que véritablement on puisse en juger honnêtement. Moi, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que la position de Klarsfeld est absurde. C'est ce que suggère d'ailleurs Emmanuel Perrat, que nous allons recevoir tout à l'heure, dans son livre sur les nouvelles censures. Effectivement, condition sine qua non pour lui, l'appareil critique très très solide qui permet une pédagogie. C'est le moindre des choses. Et la différence, me semble-t-il, entre un texte qui n'a jamais été publié, savoir si on a le droit de le publier, ou un texte qui non seulement a été publié, mais circule, et à ce moment-là, c'est vraiment un problème de choix tactique, me semble-t-il. La question, moi je trouve tout à fait légitime toutes les discussions justement sur le travail de l'éditeur, la façon dont il le fait, et c'est fertile en fait. C'est très, je trouve que c'est une discussion intéressante, la façon dont on présente ces pamphlets, les critiques, c'est parfaitement légitime. La question, c'est que
enfin, encore une fois, ce débat a quand même été oblitéré par d'abord l'idée que c'est un scandale d'éditer ce texte, point. Et de ce sens-là, on retombe quand même dans cette logique de groupe de pression qui impose, en fait, qui empêche même finalement ce débat sur la nature de l'édition critique. Nathalie Hennig parlait des États-Unis. Aux États-Unis, depuis 1 an et demi, 2 ans, se développe dans l'édition un nouveau métier qui est parfois interne aux maisons d'édition, avec des gens qui sont salariés pour ça. Parfois, ce sont des consultants externes. On les appelle les sensitivity readers. Ce sont des lecteurs qui sont chargés de vérifier si tel livre, alors au départ c'est parti de l'édition jeunesse, enfin young adults, mais en fait ça se répand dans l'ensemble de l'édition, ne vont pas heurter tel ou tel groupe de pression. Alors il y en a des spécialisés dans est-ce que ça ne va pas heurter la communauté LGBT, est-ce que ça ne va pas heurter les Noirs, est-ce que ça ne va pas heurter les Juifs, est-ce que ça ne va pas heurter les musulmans, est-ce que ça ne va pas heurter les catholiques traditionnalistes, est-ce que ça ne va pas heurter... Ça peut aller très loin. Après il y a des combinaisons, est-ce que ça ne va pas heurter une femme noire lesbienne. Oui. Donc, et une jambiste. Et une jambiste. J'oublie les handicapés. On arrive à une on peut question. en rire, mais c'est quand même un phénomène Emmanuel profond. Pierrat nous en parlera, puisqu'il le fait lui-même. Oui, il le fait lui-même, absolument. Oui, mais il le fait avec un regard. Sur le plan du droit. Il le fait sur le plan du droit. Là, on n'est pas sur le plan du droit, parce qu'en fait, ce qui est craint, c'est ce que vous expliquez, ce qui est craint par les éditeurs, c'est pas le fait qu'ils vont tomber sous le coup de la loi. Ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait d'importantes mobilisations de groupes de pression relayés dans les réseaux sociaux qui vont détruire leur image, les affaiblir et les empêcher d'agir. Qui fantasment la nature de la pression de ces groupes sociaux. Je reprends l'exemple de Céline. Vous avez dit il y a au fond un certain nombre de gens antiracistes. Nathalie Hennig a légitimement cité Klarsfeld. Il y a eu Klarsfeld. Bon. Mais sinon, moi je peux témoigner de ce que la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même les 2 plus grandes organisations en matière d'antiracisme, le MRAP, 3 organisations antiracistes. Aucune d'entre elles n'a demandé l'interdiction des pamphlets. Ils ont demandé une publication avec une préface et des commentaires du texte tout le long du texte. Donc faisons attention, parce que si vous voulez, il ne faut pas non plus fantasmer des groupes de pression qui, quelquefois, sont, disons, plus intelligents qu'on ne veut bien le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a les groupes de pression et puis il y a ce qu'on imagine ensuite de ce que ça va produire. Oui. Enfin, dans le cas des États-Unis, pour moi, c'est assez clair. C'est même pas le groupe de pression, c'est le risque de. Et là, on commence à intérioriser ou internaliser dans les maisons d'édition ce risque-là, au-delà donc de la loi, au-delà des questions de loi, et donc on se demande ce qu'on peut faire. Et on est dans l'autocensure. Et je trouve que ce qui est le plus dangereux aujourd'hui, ce qui se développe le plus pour l'instant, c'est l'autocensure. Il n'y a pas de traduction. On ne peut pas considérer qu'il y a une augmentation de la censure d'État en France. Il y a même une diminution très nette. Il y a même, en effet, plutôt une diminution. Mais ça va de pair avec une augmentation forte, me semble-t-il, de l'autocensure. Donc ce sont bien de nouvelles formes de censure. Ce qui est plus étatique, mais non appuyées par le droit, et c'est ça qui est problématique. Revenons sur cette question de l'autocensure. Moi, j'aimerais quand même que vous disiez cette autocensure, comment est-ce qu'on peut la combattre ? Par l'intelligence déjà, et par le courage. Si les éditeurs avaient le courage d'affronter les tribunaux, ou en tout cas de laisser leurs opposants affronter les tribunaux, et souvent ils gagneraient à mon avis, et si on ne se pliait pas devant des formes de pression qui sont totalement délirante. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, quelques osos ont réclamé des organisateurs des rencontres d'histoire de Blois qu'ils déprogramment la conférence inaugurale qui avait été confiée à Marcel Gauchet au motif que ces rencontres de Blois avaient comme thème la rébellion et que Gauchet n'étant pas un rebelle, il n'avait pas le droit de parler de rébellion. À ce titre-là, Karl Marx n'aurait jamais eu le droit de parler des prolétaires. Bon. Donc on est dans une sorte de bêtise, mais absolument sidérante, de gens qui croient qu'en disant ça, ils vont pouvoir être suivis et qu'il est absolument normal et légitime d'exercer cette forme de censure face à un chercheur qui, même si on n'est pas d'accord avec ses thèses, est quand même extrêmement reconnu, c'est un grand philosophe contemporain, et qui en plus se croit légitimé à imposer aux organisateurs des rencontres de Blois, qui sont quand même des rencontres de très haut niveau, organisées par des gens de très haut niveau, vont leur imposer une forme
d'imbécilité, de raisonnement totalement stupide. Donc on est quand même dans le règne de la bêtise et de la lâcheté lorsque les institutions cèdent à ce genre de pression. Heureusement, les organisateurs des rencontres de Blois n'ont pas cédé et se sont contentés de rigoler, ce qui est un peu normal parce que c'est quand même extrêmement ridicule. Patrick Tudoret. Alors effectivement, pour enchaîner sur ce que vous dites, là, pour enseigner la rhétorique, je sais bien qu'il y a une figure de rhétorique classique qui est la tautologie, qui est en gros, je répète donc je prouve, qui est celle fondamentale de la publicité, mais aujourd'hui les groupes de pression l'utilisent à fond, à plein, cette tautologie. Et ça finit par imprégner les esprits. Et là, évidemment, on se contente de la forme, on se contente de la répétition, d'une espèce d'écolalie maladive, pathogène, et qui va produire des effets désastreux. Hein. Moi, j'ai été victime d'une pétition par les mêmes zozos, parce qu'ils voulaient demander aux organisateurs du prix de l'essai Pétrarque, donc France Culture et Le Monde, de retirer le prix qui m'avait été accordé pour des valeurs en 2017 au motif que j'aurais publié un article sur le mariage homosexuel dont ces oiseaux estimaient qu'il était homophobe. Il y a eu un effet de répétition des mêmes arguments dans ceux qui ont signé cette pétition avec des commentaires et qui donnaient que, en gros, j'étais non seulement homophobe, mais antisémite, raciste, antiféministe, tout ça étant repris sans aucun contrôle, sans aucune réflexivité. Un exemple encore plus récent, c'était la semaine dernière. Alexandre Geffen, qui est un excellent chercheur en littérature, chercheur au CNRS, propose dans une revue dont il s'occupe, avec 2 autres chercheurs, un appel à contribution pour un dossier sur l'identité nationale dans la littérature française contemporaine. Thème tout à fait intéressant, me semble-t-il, à traiter du point de vue d'une histoire de la littérature. Eh bien, il se fait traîner dans la boue par un collègue sur les réseaux sociaux au motif qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser le mot identité nationale, qui doit être réservé à l'extrême droite, et qu'il est forcément Front National parce qu'il ose introduire ce concept dans une revue d'histoire littéraire. Et non seulement il se fait traîner dans la boue, mais l'information est reprise telle qu'elle par l'Obs, par une journaliste qui dit en effet, ils ont raison, c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui les chercheurs... Mais il n'y a pas censure, là. Il y a demande de censure. Il y a quand même demande d'interdiction en tout cas, d'autocensure, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous faire traiter de fasciste, de néo-réactionnaire, d'homophobe, de raciste, d'antisémite, etc., il faut vous interdire de prononcer certains mots. Il y a négation de la parole de l'autre. Voilà, et non seulement la parole de l'autre, mais il se trouve quand même que c'est une revue universitaire. Et donc c'est une tentative pour attenter à la liberté académique, c'est-à-dire la liberté pour des chercheurs de travailler comme ils l'entendent, conformément aux règles de scientificité et de rigueur de leur discipline. Et donc c'est une tentative de mainmise de la société civile sur le travail de la recherche. Et donc c'est encore plus grave. On n'est pas dans le problème de la liberté d'expression, on est dans le problème de la liberté de pensée des chercheurs, de production du savoir. On est exactement dans la logique stalinienne qui prévalait dans les années 50-60, où n'importe qui s'estimait en droit de critiquer un chercheur parce qu'il représentait la science bourgeoise contre la science prolétarienne. Vous êtes d'accord ou vous ne pensez pas qu'elle pousse un peu non, loin je pense que ce qui se passe, en fait, insidieusement, c'est que l'anathème remplace le débat. On n'a pas le débat sur le fond. On a les anathèmes, et d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, et ce qu'ils induisent d'ailleurs pour la pensée en général, ça va au-delà des réseaux eux-mêmes, en fait, on décrète, à un moment certain, quelqu'un décrète que tel élément, tel livre, telle conférence n'est pas conforme à ce que ça doit être. Voilà. Ça ne convient pas. Et donc on dit ça ne convient pas. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. C'est un anathème et il se répand, etc. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que Nathalie Hennig est d'une part l'auteur de ce livre qui s'appelle « Ce que n'est pas l'identité » et d'autre part d'une histoire de la France qui est publiée aux Impressions Nouvelles. Merci à tous les deux. Censure, quelle liberté d'expression? Donc, deuxième partie, sur le grill. Sur le grill, donc, nous conservons la présence de Nathalie Hennig, donc auteure de « Ce que n'est pas l'identité » et de « Une histoire de France ». Et en face d'elle, Sylvestre Clancier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poète, président d'honneur du Pen Club français, président de l'Académie Mallarmé. Je vais m'arrêter parce que vous êtes président de beaucoup de jurys. Parmi vos publications, La source et le royaume, à la rumeur libre. Par ces voix de fougères qui nous sont familières,
c'est aussi à la Rumeur Libre. Et puis, votre œuvre poétique est déjà publiée en 2 volumes, aussi à la Rumeur Libre. Et puis, on pourrait citer donc Dans l'incendie du temps, aux éditions de l'Amandier. Bref, un poète largement publié. Alors, je voudrais commencer par la censure ailleurs, en quelques mots seulement. Parce qu'on a parlé de la censure en France, qui s'est déplacée donc de l'État vers des groupes de pression. Mais dans le monde entier, il y a des problèmes considérables et on a des États qui continuent évidemment à censurer. Alors, peut-être on peut parler du Pen Club, dont vous êtes président d'honneur, qui se bat contre ces censures. Oui, ce n'est hélas pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui a tendance, malheureusement, à s'accentuer, à s'aggraver, je dirais. Depuis des années, on a vu monter des pseudo-démocraties, que certains appellent des démocratures, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, ce sont en fait des simili-démocraties. Autrement dit, il y a encore des élections. Sont-elles toujours libres? Pas forcément, puisque dans des pays comme la Russie, où les médias sont tenus par l'État, où il n'y a pas de liberté réelle d'expression à travers des médias qui seraient vraiment indépendants, je prends cet exemple-là. En Turquie, on voit ce qui se passe, évidemment. Par le jeu des élections, des hommes de pouvoir et de toute puissance arrivent au pouvoir, mais ensuite, ils en usent et en abusent, en mettant des gens en prison, parfois même sans aucun motif. Il y a des gens qui pourrissent dans les cellules en Turquie sans jamais savoir ce qu'ils leur est reproché. D'ailleurs, comment pourrait-on leur reprocher quelque chose, sinon le fait qu'ils sont des gens qui pourraient être susceptibles de s'opposer au régime. Voilà. Bon. Donc ce sont des interventions incessantes. J'ai cité tout de suite 2 pays qui sont pour nous une grosse préoccupation. Il y en a d'autres. Bon, il y a la Chine qui continue évidemment à mettre en prison des blogueurs, mais qui maîtrise de plus en plus justement même la sphère numérique, la sphère de l'Internet, et qui passe des accords douteux avec des sociétés comme Google ou autres. Donc c'est très très grave. Et donc de partout, on a un gros problème, nous, dans les démocraties, qui sommes finalement assez peu nombreuses, en fin de compte. On a la chance d'être en démocratie en France, dans plein de pays européens encore aujourd'hui, et dans d'autres pays du monde, heureusement. Mais enfin, si on faisait le compte, on serait enclin à un certain pessimisme. Donc on se bat, on résiste pour défendre nos valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de paix, des valeurs de liberté d'expression et de création. Alors l'organisation du Pen Club a mis en avant un certain nombre de noms dont on a parlé de l'œuvre. David T. Isaac, écrivain suédo-érythréen, qui est détenu depuis 17 ans, qui a eu le prix mondial de la liberté de la presse. Ça n'a pas empêché qu'il reste en prison. Ensuite, Miroslav Brecht Velduchea, journaliste de 54 ans, mexicain. Alors lui, il a été assassiné, tout simplement. Oui, elle, d'ailleurs, c'est une femme, pardon. Elle a été assassinée. Il y a une enquête qui est lancée, et les gens qui font cette enquête le font au risque de leur vie, parce qu'un certain nombre de groupes mexicains se vengent. Et puis, Shahidul Aman, au Bangladesh, un écrivain photographe, qui a été arrêté le 5 août 2018, qui a 63 ans et qui est menacé de 14 ans de prison, simplement parce qu'il a fait des commentaires provocateurs, livré de fausses informations. Donc la censure fonctionne au Bangladesh. Tout à fait. Ensuite, Wael Abès, par exemple, un écrivain qui est emprisonné en Égypte et qui a documenté la violence des forces armées égyptiennes, et c'est pour ça qu'il est emprisonné. Et puis, alors, bien sûr, vous avez parlé de la Russie, Oleg Sentsov, dont je voudrais dire un mot, parce que c'est un écrivain et cinéaste ukrainien important, 20 ans de prison. 20 ans de prison pour terrorisme en Russie. Il est actuellement en Sibérie, dans une colonie qui s'appelle l'ours polaire, tout simplement. 145 jours de grève de la faim. 145 jours de grève de la faim. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir protesté contre l'annexion de la Crimée par la Russie. Et en fin de compte, on lui a subtilisé sa nationalité ukrainienne, et donc originaire de Crimée, ukrainien. Et donc, à partir du moment où on l'a considéré comme uniquement citoyen russe, toutes les opportunités sont ouvertes à M. Poutine et à ses sbires. C'est tout le problème. Il a mené un combat d'un courage extrême. Alors, il a été énormément soutenu, heureusement, par de nombreuses associations, dont la nôtre. Et il a fait ça au péril de sa vie. Alors un mot pour le Pen Club, c'est une organisation donc qui défend de par le monde la liberté de création. Bien sûr, très très ancienne association. On fêtera bientôt son centenaire en 21 en Angleterre. Elle a été créée par des amis écrivains anglais en 21, après la Première Guerre mondiale. Il s'agissait justement de
bâtir une société d'espoir, d'humanité. Ça préfigurait la volonté des écrivains anglais, français, les premiers qui se sont fédérés autour du Pen Club à Londres en 1921, l'idée d'une société des nations, en fin de compte, qui serait éclairée par les écrivains, un peu comme Hugo l'avait souhaité, en fin de compte. Alors on est toujours dans cette tradition des écrivains qui se voudraient des ultimes défenseurs de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de création, un peu comme le faisait Hugo lui-même. Donc on est dans cet esprit-là. Et qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ce genre de démarche dans un pays démocratique comme la France, qui va protester contre ce qui se passe au Bangladesh, en Turquie ou en Russie? Alors, je sais que parfois ça fait sourire certains qui pensent que ce n'est pas très efficace, mais en fait, si, ça l'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous conjuguons plusieurs moyens d'action, et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Mais le Pen Club le fait tout à fait. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont des actions officielles. Alors, on écrit des lettres aux ambassades des pays qui agissent ainsi, pour protester. On envoie des lettres aux instances internationales, à l'ONU, aux Nations Unies, à la Commission européenne, au Parlement européen, etc. Bon, ça c'est public et c'est su. Mais en fin de compte, on fait aussi procéder, dans la mesure du possible, à des interventions plus discrètes, et il faut qu'elles le restent, par nos services diplomatiques, qui parfois parviennent, heureusement, et même, heureusement encore, on a eu des exemples, pas toujours les citer assez récemment, vis-à-vis de pays avec lesquels on arrive à entretenir encore des relations diplomatiques, à faire sortir de prison un certain nombre de personnes qui sont exfiltrées. Bon, on ne peut pas en faire trop de publicité, mais on le fait, et c'est très important en fin de compte. Alors, pour autant, je pense qu'il ne faut pas triompher, parce que la censure continue à exister chez nous, on l'a vu dans la première partie. Hélas. Alors, je voudrais reprendre 3 cas, si vous le voulez bien. Nathalie Hennig, je vais commencer par le cas de Shakespeare. Voilà, depuis très très longtemps, un certain nombre de chercheurs disent que Shakespeare ne peut pas être Shakespeare. Tout simplement parce que s'il avait habité à Stratford-upon-Avon toute sa vie, jamais il n'aurait pu connaître ce qui se passe en Europe, en Italie, etc. Jamais il n'aurait pu travailler sur le judaïsme comme l'œuvre de Shakespeare travaille sur le judaïsme. Et donc il y a eu beaucoup d'hypothèses lancées sur l'identité de celui qui a écrit les pièces d'un certain Shakespeare. Et en fait, il y en a une dernière qui a eu beaucoup de succès, qui a été mise en avant par un philosophe canadien et italien d'origine, Lamberto Tassinari, qui a montré dans un de ses livres, qui s'appelle John Florio alias Shakespeare, livre publié en 2018 aux éditions du Bord de l'Eau, que, en fait, Shakespeare, c'était Florio. Florio, conseiller de la reine à l'époque, et qui ne voulait pas, puisqu'il était conseiller de la reine, qu'on dise qui il était. Alors bon, cette thèse, ce chercheur donc, publie cette thèse, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une réponse, quand même, ce qui est intéressant, dans le monde, du Premier ministre anglais, qui dit c'est insupportable, on nous enlève Shakespeare. C'est le débat, ça, très bien. Mais tous les Shakespeariens, les universitaires shakespeariens, je ne parle pas des Anglais, mais les Français spécialistes de Shakespeare, refusent de débattre avec ce monsieur Tassinari en disant de quoi, c'est scandaleux qu'on dise une chose pareille, c'est insupportable. Etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas en face, justement, de ces nouvelles censures dont vous parliez tout à l'heure? Je vais vous décevoir parce que je pense que dès lors qu'on n'est pas spécialiste de cette question, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de Shakespeare et pour pouvoir me prononcer, il faudrait que j'ai les arguments développés des uns et des autres et développés avec des critères de rigueur scientifique, de philologie, etc., etc. Moi, je n'ai pas accès au dossier et je respecte la liberté académique, c'est-à-dire que je pense que c'est aux chercheurs entre eux de débattre, de discuter. Oui, mais quand des chercheurs empêchent le débat, justement, est-ce qu'on n'est pas en face d'une censure? Il arrive aussi, dans certains cas, que des chercheurs empêchent le débat parce qu'ils estiment qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne méritent pas qu'on débatte avec eux. Prenez l'exemple de Faurisson, qui est mort récemment. Des chercheurs ont décidé qu'ils n'avaient pas à discuter avec ce monsieur qui n'avait pas les crédits universitaires lui permettant d'avancer ce qu'il avançait et que ses thèses étaient aberrantes et que, comme disait Pierre Vidal-Naquet, on ne discute pas avec quelqu'un qui affirme que la Lune est en fromage de Roquefort. Donc il y a aussi des situations où il est légitime pour un chercheur de refuser le débat avec quelqu'un dont il estime que sa thèse est absurde ou que ses crédits universitaires ne sont pas les bons. Je ne dis pas que ce soit le cas, mais je dis simplement que tant que je n'ai pas accès au dossier, je laisse les chercheurs se débrouiller entre eux. Alors ce que dit Nathalie Hennig est de fait une position courante de ce qu'on appelle les institutions qui font autorité, les grandes universités, les académies, etc. Ça, c'est un fait. Mais il n'empêche que
concernant le cas Shakespeare, nous, ça nous a beaucoup intéressé au Pen Club, je dois l'avouer, parce que il y a plusieurs écrivains membres du Pen Club qui, depuis longtemps, ont des doutes, se posent des questions, ont lu des livres à ce sujet, etc. Or, le livre de ce Canadien, Lamberto Tassinari, oui, tout à fait, est absolument convaincant de notre point de vue. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, on avait organisé, il y a quelques années maintenant, c'est pas très vieux encore, il y a 1 an et demi à peu près, au Pen Club, une présentation qui avait été faite par Fulvio Caccia, un des membres éminents du comité directeur, et qui avait apporté vraiment un éclairage tout à fait pertinent à ce sujet. À titre personnel, moi j'ai toujours pensé, pour bien aimer Shakespeare et l'avoir lu et apprécié, qu'il était difficilement imaginable que le juif Shylock puisse avoir été aussi bien décrit par quelqu'un qui n'aurait pas été connaisseur du milieu, connaisseur de l'italique et peut-être même d'origine juive lui-même, ce qui laisse à penser qu'effectivement Florio pourrait être Shakespeare. Mais ça, c'est la position d'autorité. Un peu comme les États ont des positions d'autorité. Il y a un discours officiel sur l'histoire. Tout à l'heure, on a fait comme si il n'y avait peut-être plus de censure étatique dans nos démocraties. Moi, je pense qu'il y a toujours des formes de censure dans nos démocraties, y compris en France. Hein, Par exemple. Mais je pense qu'il y a des sujets qui sont tabous. Et alors, on a parlé d'autocensure tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des sujets, par exemple, on a vu à quel point on s'est donné du mal en France, au niveau des autorités de l'État, pour célébrer 1914. C'était il y a 4 ans. Maintenant, on voit le mal maintenant que notre président et d'autres vont se donner pour célébrer 18. Il y a des choses à faire. Et l'idée de Maurice Genevoix au Panthéon, pour moi, me plaît énormément. J'étais ami de Bernard Marie, je trouve que c'est qui a fait beaucoup pour faire connaître Maurice Genevoix. Et Maurice Genevoix était un être... Oui, parce qu'il était marié avec la fille de Maurice Genevoix. Et Maurice Genevoix était un type exceptionnel que j'ai eu la chance de connaître grâce à mon père, Georges-Emmanuel Clancier, qui le connaissait bien. Un type formidable. Bon. Il n'empêche que il y avait quelque chose à faire. Ça, c'est un point de vue personnel de Sylvestre Clancier. Je sais que d'autres le partagent, mais les institutions de l'État sont telles qu'on aurait dû faire quelque chose en 17, c'est-à-dire l'année dernière. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel pendant cette guerre qui était une affreuse boucherie. C'est la fraternisation entre les lignes qui a touché des dizaines et des dizaines de milliers de soldats allemands d'un côté, français de l'autre, sur le front. Et ça a été enterré. Ça veut dire parce que le discours officiel ne le permet pas, et ce n'est pas mûr. De même que par rapport... Ça fait 56 ans... C'est pas une censure. Mais si, c'est une censure, parce qu'il y a un discours... Je considère que c'est une censure. Je ne suis pas d'accord, là, parce que ça n'a pas été enterré au sens où les historiens l'ont parfaitement documenté. Il suffit de vouloir accéder à ces données, et on les a. D'accord. Que le discours officiel ne s'en empare pas, c'est autre chose. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour que les écrivains ensuite puissent s'emparer, de regarder ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. On voit apparaître maintenant, heureusement, 56 ans après l'indépendance, des livres, romans ou essais ou récits qui enfin parlent de ce que faisaient les porteurs de valises, etc. C'est le cas de Boltanski dans Le Guetteur, etc. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à réviser l'histoire. Il faut d'abord, je suis d'accord avec vous, Nathalie Henning, que les historiens fassent leur travail, mais ensuite pour que les écrivains s'en emparent, que les éditeurs, les grandes maisons d'édition acceptent de publier des choses qui seraient considérées comme des brûlots, ça c'est autre chose. Je voudrais bien voir ça de plus près. Quelqu'un qui dirait des choses qui sont peut-être peu audibles aujourd'hui sur 1917 et la fraternisation. On va prendre un deuxième cas. Trouverait-il une grande maison pour... Sylvestre, j'ai des doutes. On va prendre un deuxième cas. Je voudrais prendre le cas de Heidegger. Heidegger a donc publié les Cahiers noirs, qui sont des textes qu'il avait demandé d'ailleurs qu'ils soient publiés bien longtemps après sa mort, ce qui a été le cas en Allemagne. Et ces textes, qui sont des textes terriblement antisémites, ont été publiés en Allemagne. Ils sont traduits en Italie, aux États-Unis, en Angleterre bien sûr. Et dans d'autres pays, ça vient en Espagne et au Portugal, pas en France. En France, François Fédier, qui dirige la publication d'Heidegger, au fond s'est opposé à ce que les choses se fassent. Il paraît que maintenant ça va sortir dans quelques semaines. Mais voilà, il se trouve qu'il y a un philosophe qui a sorti une analyse de ces textes, qui a publié une analyse de ces textes en français. Il n'a pas publié les textes, puisqu'il n'y a pas le droit, mais des extraits de ces textes. Et il en a fait une proposition, qui s'appelle François Rastier. Il sort ce livre qui s'appelle Heidegger, Messie antisémite, ce que révèlent les Cahiers noirs. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toute la clique heideggerienne française, et elle n'est pas petite, la clique heideggerienne française se rassemble pour empêcher que ce livre ait le moindre écho possible. Alors, est-ce qu'il y a censure ou est-ce qu'il n'y a pas censure ? Parce que quelquefois, vous voyez, on dit bon, non, c'est pas une censure, mais finalement, on empêche, on ne veut pas discuter. Et on retrouve, comme pour Shakespeare, des universitaires qui refusent de discuter avec Rastier. Nicolas Veil est invité à un débat, par exemple, et bien il dit ah non, pas avec Rastier, ah non, moi je ne débat pas avec Rastier.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué parce que ces écrits, normalement, tombent sous le coup de la loi qui interdit la publication d'écrits antisémites. Donc, on pourrait parfaitement estimer légitime de la part de l'éditeur le fait de refuser de les traduire, de même que... Là, vous parlez du Cahier noir. Absolument, par exemple. absolument. Oui, ben oui. Parce que il suffit de comparer avec l'affaire Céline. C'est exactement la même situation. Donc, il peut paraître légitime de se poser des questions sur l'opportunité de traduire un pamphlet. Je crains que pour François Fédier, ce ne soit pas la raison. Oui, je crains. Absolument. Mais, la raison, c'est qu'il ne veut pas qu'on abîme l'image d'Heidegger. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, il y a en effet des oppositions entre chercheurs et c'est une question de rapport de force, lesquels seront les plus nombreux, les plus puissants dans l'édition pour imposer leur vision du grand homme ou du pseudo-grand homme. On n'est pas dans une censure d'État, on n'est pas dans un interdit d'accès aux textes, parce que de toute façon, il suffit de les lire dans les versions étrangères ou en italien, ou etc. Oui. Donc voilà, ça ne m'indigne pas qu'il puisse y avoir des tensions autour de l'opportunité de traduire un pamphlet antisémite. Voilà. Je vous déçois, hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je trouve que refuser ce débat, aussi bien sur Shakespeare que sur Heidegger, je trouve que c'est une censure absolument dramatique. Parce que ces gens ne sont pas négationnistes, ces gens sont tout simplement... ils ont un point de vue différent sur l'histoire, et c'est les points de vue minoritaires qui sont interdits, et interdits de débat. Toujours. Oui, bien sûr. Pour Heidegger, c'est un vieux débat. Hein. Déjà dans les années 50, Beaufray, qui le défendait énormément, des jeunes philosophes, à l'époque j'étais jeune philosophe et d'autres, on avait plus que des doutes, on essayait de mettre en question, on faisait pas le poids. C'est une question, c'est ce que dit Nathan Henning, il faut faire le poids. La question, effectivement, c'est que plus on retardera la lecture en français de l'intégralité des Cahiers noirs, plus il sera facile de dire que non, c'est pas si grave, etc. Heidegger, non, il n'a pas été si antisémite que ça, alors qu'en fait, si, c'est avéré, il l'était vraiment très très gravement. Et il y a en plus derrière tout ça le fait que on cite sans arrêt Hannah Arendt, qui pour d'autres raisons était une femme exceptionnelle, mais comme elle avait cette proximité avec elle était sa maîtresse. Voilà. Donc il y a tout un groupe de personnes, hein, on les connaît tous, qui n'ont pas envie finalement qu'on mette les pieds dans le plat, voilà, parce que ça pourrait remettre en question un certain nombre de choses. Et donc voilà, ça fait partie de ce que l'on appelle une sorte de forme de censure indirecte, évidemment, de contournement. Ça c'est certain, ça existe. On va prendre un troisième exemple que vous aviez cité tout à l'heure, Nathalie Hennig. C'est le cas de Robert Lepage et de son spectacle Kanata. Alors, Robert Lepage est un metteur en scène québécois qui est reconnu internationalement, d'une très grande qualité. Moi, j'ai moi-même vu, je crois, presque tous les spectacles qui sont passés en France de Robert Lepage. C'est absolument remarquable. Et Kanata devait être vu comme pièce de théâtre dans le cadre du Festival d'automne. Et finalement, Robert Lepage lui-même a préféré annuler l'ensemble de ses représentations face à une polémique qui était provoquée par sa pièce. Quelle polémique? C'est que ce spectacle, Kanata, revenait sur l'histoire des Indiens et des Amérindiens contraints à l'assimilation et au déni de culture par les colons du XIXe siècle. Alors le problème, ce n'était pas la version historique que donnait Lepage, mais c'était le manque, l'absence de comédiens amérindiens pour interpréter les gens qui sont partie prenante de ce peuple. Alors ça veut dire, on disait, vous devriez choisir des acteurs amérindiens. Manque de chance, il avait déjà choisi des acteurs qui n'étaient pas amérindiens. Donc, pour éviter la polémique, et ben voilà, il y a Ariane Nouchkine, quand même, c'est pas rien, Ariane Nouchkine, c'est sans doute la figure la plus extraordinaire de notre théâtre français, qui avait décidé de mettre Lepage en scène, et Robert Lepage décide de ne pas publier. Alors moi je pense qu'ils ont eu tort, parce que là encore, on a quand même une forme d'autocensure et de façon de se coucher devant ces pressions que je trouve extrêmement dommage. Encore une fois, c'est le droit qui doit gérer ces questions et pas la pression des réseaux sociaux. Sur le fond, donc je trouve absolument extrêmement dommage de la part du Festival d'automne de ne pas avoir maintenu cette production. Sur le fond... Et Robert Lepage a menti. C'est-à-dire que Robert Lepage a dit, c'est pas lui-même. Il a dit, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent pour financer la production. Oui. Alors que c'était pas une question d'argent pour financer la production. Tellement il avait peur d'affronter les Amérindiens. À quel point la culpabilité postcoloniale rend les gens fous, parce qu'on est vraiment dans cette histoire de culpabilité postcoloniale qui fait perdre les pédales à beaucoup de gens, y compris à des gens extrêmement intelligents. Alors, sur le fond, je trouve absolument normal que l'on proteste contre les discriminations
discrimination contre des acteurs de couleur ou des Amérindiens. Et il est absolument normal qu'ils exigent d'avoir des rôles importants et de ne pas être tout le temps mis de côté dans les productions. Ça fait partie de la lutte contre la discrimination, parfaitement légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est d'exiger que des personnages amérindiens soient joués par des acteurs amérindiens. Parce que ça, c'est une méconnaissance absolue de ce qu'est le théâtre. Le théâtre n'est pas là pour faire en sorte que des personnalités X soient interprétées par leurs homologues. Le théâtre est justement un espace de jeu. On ne va pas... c'est un espace de jeu où de tout temps, les hommes ont joué des femmes, les femmes des hommes, les noirs des blancs, les blancs des noirs, etc. Et c'est ça le théâtre. Et ce serait absolument absurde d'exiger, par exemple, un certificat de judéité pour qu'un acteur puisse jouer Shylock dans Shakespeare. On trouverait ça monstrueux. Eh bien, aujourd'hui, on ne trouve pas monstrueux que des militants exigent que des personnages amérindiens soient joués par des acteurs amérindiens. Moi, je vais rejoindre tout à fait Nathalie Hennig sur ce point-là. D'ailleurs, Emmanuel Pirat en parle très bien dans son livre Nouvelle morale, nouvelle censure. Il en parlera certainement tout à l'heure. C'est absolument lamentable. Bientôt, on va exiger des quotas. Je veux dire, c'est n'importe quoi, en fin de compte. C'est-à-dire que, autrement dit, on serait disqualifié. Un historien, je pousse le raisonnement à l'extrême, un historien qui voudrait faire un gros travail, justement, sur ces histoires de traite des Noirs, etc., sous prétexte qu'il ne serait plus noir, aujourd'hui, on lui dira non, ça, tu ne peux pas savoir. Ou alors, il y a quelques écrivains arabes, mal leur en a pris, les pauvres, parce que c'est l'inverse, là, qui ont voulu faire un travail sur dire, mais non, mais il y avait la traite organisée. Un travail sur avant la traite des Noirs, les Arabes l'organisaient eux-mêmes. Alors là, attention, c'est très oui, absolument. Oui, absolument. Alors là, ils ont des soucis à se faire. Qui a donné lieu à un procès intenté par le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, contre Olivier Pétré-Grenouillot, excellent historien, qui avait simplement fait une histoire de l'esclavage, où il montrait qu'avant l'esclavage colonial, il y avait eu un esclavage interafricain entre Arabes et Noirs. Il a été traîné au tribunal, au mépris de la liberté académique et au mépris de la démocratie, parce que Conseil représentatif, on se demande qui est élu, en quoi ils sont représentatifs de quoi que ce soit. On est dans un déni de démocratie et dans un déni de nos lois qui est absolument catastrophique et qui passe justement à cause de cette sorte de culpabilité postcoloniale qui fait faire des choses aberrantes. Alors justement, le cas d'Olivier Pétré-Grenouillot est assez intéressant parce que donc son livre sur l'esclavage qui précise dans quelles conditions il y a eu esclavage à l'initiative d'Arabes et à l'initiative de Noirs contre des Noirs et des Arabes a été jugé comme non politiquement correct, c'est-à-dire ne disant pas que les vrais responsables, c'est les Blancs. Voilà. Alors, mais et les vrais coupables. Ce qui est intéressant, les seuls coupables, c'est les Blancs. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est ils ont fait appel aux tribunaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les tribunaux ont finalement tranché, et ils ont débouté ces gens-là. Et ils ont dit, voilà, non, Pétré-Grenouillot a tout à fait le droit de dire la vérité historique. Absolument. Alors, Heureusement oui. que les tribunaux sont encore conscients, enfin les magistrats, de la notion de liberté académique et que le savoir relève d'un ordre de discours qui n'est pas le même que la liberté d'expression du citoyen ordinaire, tout simplement. Pétré-Grenouillot a publié des articles dans des revues scientifiques, un livre dans une collection dédiée à une histoire tout à fait rigoureuse, etc. Et donc, il est parfaitement en droit de faire son travail d'historien. Nier ce droit-là est une atteinte gravissime à la démocratie qui va se retrouver dans les cas de censure qui se produisent aujourd'hui dans d'autres pays. On est en train de voir notre système de protection de la liberté d'expression, premièrement, et de production de savoir, deuxièmement, grignoté par des gens qui sont incultes ou qui sont de mauvaise foi. Moi, ce qui me gêne dans votre manière de défendre la question, c'est qui est, au fond, habilité à intervenir pour éventuellement avancer une nouvelle idée et qui n'est pas habilité à le faire. Tout à l'heure, vous nous avez dit, j'ai pas lu Shakespeare, je peux rien dire sur ce livre, je n'ai pas lu le livre ni la thèse, d'accord. Mais vous comprenez, mais s'il avait une qualité scientifique, alors on pourrait... Mais qui juge que les qualités scientifiques... Les chercheurs mais qui juge que tel chercheur est recevable et que tel autre chercheur est insupportable? Nous, les chercheurs, je suis désolée, nous publions dans des revues à sélection par les pairs, c'est-à-dire que régulièrement, je suis amenée à expertiser des articles de sciences sociales et je décide si ils répondent ou pas aux critères de scientificité et je demande éventuellement des corrections si ça n'est pas le cas. C'est le fonctionnement du milieu académique, du milieu universitaire, qui repose sur le contrôle par les pairs et heureusement que nous avons cela. Heureusement.
Et Oui, je me mais- demande bien ce que le Premier ministre anglais est venu faire dans cette galère. Pourquoi est-ce qu'il est venu intervenir publiquement? Ah, il est venu intervenir pour Voilà. dire on nous enlève Shakespeare. Mais Si vous il nous n'a- enlevez il n'a Shakespeare, vous absolument le pas remplacez son par un mot à Italien dire. juif, Il n'a c'est insupportable. Il n'a absolument pas son mot à dire sur le travail de chercheurs qui sont des vrais chercheurs qui travaillent dans un cadre académique. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est si c'était avéré, j'en serais désolé. Il peut, voilà. Non. Mais il n'a pas à se prononcer. Non, il a dit sur que c'était pas avéré. Il a dit que c'était pas avéré. Le problème, je le vois, j'entends bien ce que dit Nathalie Hennig et je le comprends bien. Mais en même temps, en tant que défenseur de la liberté de création, écrivain, plasticien, etc., défendant les artistes, je ne peux pas souscrire complètement à ça. Pourquoi? Parce que la société a tellement changé depuis 30, 35 ans, etc. Et ça s'accélère de plus en plus. Maintenant, ça a été bien montré précédemment par Nathalie Hennig et puis par M. Pirot. Il y a des groupes de pression. Hein. C'est la société dite civile avec toutes ces ligues de vertu, ces associations de fait ou réellement déposées qui portent plainte, etc. L'État, il est tranquille, il n'a plus besoin dans une démocratie finalement de porter plainte. Encore que, il faudrait voir. La dernière fois, c'était de mémoire, hein, grosso modo, c'était à l'époque d'Harakiri, c'était Giscard d'Estaing qui n'avait pas supporté alors qu'il avait dit non, jamais j'interviendrai. On avait mis sur une couverture d'Harakiri, à l'époque, Choron, tout ça avait décidé, toute l'équipe d'Harakiri, de mettre... c'était un montage, évidemment. Anémone Giscard d'Estaing, la femme du président, à poil, sur les genoux d'un émir. Alors c'était à peu près du genre, de mémoire, je dis ça à peu près, le slogan c'était le président vend sa femme pour quelques barils de pétrole. Voilà, donc il avait été offusqué, donc il avait fait une attaque. Et il se trouve que ma femme à l'époque, avec Claude Barbillon, défendait Harakiri. Donc là, ils ont essayé de faire sortir le livre des kiosques. Voilà, bon, donc c'était une dernière forme. C'était au mépris de la loi, Oui, parce qu'en à France, l'époque, nous avons oui. une exception de caricature Oui. qui fait que depuis le 19e Oui. siècle, les caricaturistes ont droit à la liberté d'expression. Une des contraintes en France à la liberté d'expression, la diffamation, l'insulte, l'incitation à la haine raciale, etc., n'inclut pas le blasphème, contrairement à ce que certains croient, c'est-à-dire qu'en France, heureusement, grâce aux Lumières, grâce à Voltaire, nous avons le droit de dire du mal d'une religion, ce qui signifie concrètement Qu'on n'a pas le droit de dire du mal des croyants, par contre. Alors, c'est ça qui est compliqué. On peut dire du mal d'une non, mais les religion. personnes individuelles, les personnes individuelles, Emmanuel pas les Pierre en croyants en parlera bien. général. Ah, si je dis tous les chrétiens sont des lâches, je ne suis pas sûr que ça marchera Non, là. parce hein. que le droit s'exerce en France par rapport à des individus et non par rapport à des collectifs. En France, nous vivons heureusement sous un régime républicain qui fait que les individus n'ont aucun droit en tant qu'appartenant à une communauté. Ils ont des droits en tant qu'individus, en tant que citoyens. Et ça, c'est extrêmement important de le faire comprendre face au multiculturalisme qui nous arrive dessus. Et donc, il faut dire concrètement que si le racisme est un délit en France, l'islamophobie ne l'est pas, car le racisme repose sur une discrimination raciale, alors que l'islamophobie repose sur un refus d'une religion. Oui, et sûr, depuis les Lumières, on a heureusement le droit de dire tout le mal qu'on pense des religions. Bien sûr. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que Sylvestre Clancier est l'auteur d'œuvres poétiques. Il y a 2 volumes déjà sortis à La Rumeur Libre. Il y a Dans l'incendie du temps et bien d'autres textes. Et vous, Nathalie Hennig, donc je rappelle l'existence de Ce que n'est pas l'identité chez Gallimard. Merci. Censure, quelle limite pour la liberté d'expression? Notre grand témoin est Emmanuel Pierrat. Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit de la culture, les affaires de censure justement. Il est l'auteur d'une quinzaine de romans, mais aussi d'essais. Aujourd'hui, il est à la tête de 106 livres, vous avez bien entendu, 106 écrits, dont beaucoup d'ailleurs concernent la question de la censure. Il a 50 ans, puisqu'il a fêté ses 50 ans en disant qu'il avait 100 livres. Mais vous pensez, depuis ses 50 ans, c'était il y a quelques mois, il est maintenant à 106. Donc, il écrit beaucoup, mais il écrit beaucoup sur la censure. Et alors donc, je voudrais revenir avec vous sur Nouvelle morale, nouvelle censure, qui est paru récemment chez Gallimard. Aussi un livre plus spécialisé chez Anne Rideau, qui s'appelle Le Code de la liberté d'expression, en fait, qui explique ce qu'il en est juridiquement de la question de la liberté d'expression. Et on va commencer par ça, Emmanuel Pierrat. Je voudrais vous demander si c'est bien légitime qu'on a le droit de ne pas, devant les juristes, les juges, on a le droit de blasphémer, mais on n'a pas le droit de dire
les chrétiens. Tout à l'heure, Nathalie Hennig disait si tu dis les chrétiens sont idiots ou les chrétiens sont lâches, ça n'ira pas. Si tu dis les juifs sont des salauds, et elle disait non, c'est l'individu. Non, je l'écoutais tout à l'heure en coulisses et on va rectifier son propos. Pour être précis juridiquement, il est interdit de calomnier, de diffamer une communauté, quelle qu'elle soit, en raison de son origine ethnique, religieuse. Et donc, normalement, on ne peut pas, selon la loi française et républicaine, dire les juifs, les musulmans sont, et y mettre un qualificatif diffamatoire, haineux ou quoi que ce soit. Donc il ne faut pas se tromper, on a le droit de critiquer les religions, on peut s'en prendre à une idéologie. C'est ce que je plaidais pour Michel Houellebecq en 2002 quand il avait tenu des propos sur l'islam. L'islam est une religion de merde. L'islam est une religion de merde. Je soutenais la défense de Michel Houellebecq en disant on a le droit de le dire parce que sinon c'est rétablir le délit de blasphème. En revanche, Michel Houellebecq n'a pas dit les musulmans sont des je ne sais pas quoi, genre de merde et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas de raison d'entrer en voie de condamnation et nous avons été relaxés par le tribunal qui considérait que nous n'avions pas franchi justement cette ligne qui consiste à faire la distinction entre une idéologie, un concept, et on peut s'en prendre au socialisme, au marxisme, au capitalisme, à l'islamisme et à ce qu'on voudra, ou au catholicisme. Et en revanche, on ne peut pas désigner des individus, même dans un groupe, sans les nommer, sans en nommer un d'entre eux, mais en prenant le groupe, pour les mettre comme ça, les clouer au pilori. Parce que rappelons-le quand même, l'idée, le concept de blasphème est invalide en droit français. Ça va de soi, et parfois on l'oublie. Parfois, on l'oublie. On l'oublie parce que, ne serait-ce que dans l'Union européenne, il n'est pas invalide partout. Oui. Au Danemark, où ont commencé l'affaire des caricatures, si je puis me permettre, et où l'incendie a commencé de prendre, non pas à cause de la publication des caricatures, mais parce que des dingues ont réagi immédiatement en pensant qu'il s'agissait là d'un affront extrêmement grave au prophète Mahomet. La réalité, c'est que la loi danoise, elle prévoit le délit de blasphème. Et qu'évidemment, ça a suscité tout de suite un appui juridique à des revendications qui nous semblent d'un autre âge. Alors, nous sommes dans un territoire, la République française, exceptionnel par sa liberté de pensée et d'expression, et c'est pour ça que nous devons être particulièrement vigilants. Je vous remercie de votre invitation. Chaque fois qu'elle est empiétée, attaquée, elle l'est beaucoup. Alors justement, en France, il y a vous pouvez nous éclairer, vous qui êtes avocat, donc juriste, pouvez nous éclairer sur la loi Perben de 2004 sur la liberté d'expression, dans les grandes lignes. Une loi catastrophique. Perben était garde des Sceaux. Face à lui, il y a un problème qui est Patrick Henry. Patrick Henry, condamné, connaît pour des faits extrêmement graves par une cour d'assises, sort de prison, il a purgé sa peine, il est mis en liberté et il publie un livre qui reprend les phrases de son avocat de l'époque, célèbres phrases prononcées, alors ça devait être pour Robert Badinter, je pense, vous n'aurez pas à le regretter. C'était une phrase prononcée au jury de la cour d'assises pour dire vous n'aurez pas à le regretter si vous ne condamnez pas Patrick Henry à la peine de mort, il n'avait pas été condamné. Et donc il utilise cette phrase pour sortir un livre chez Calman Levy au moment de sa libération. Manque de chance, il est arrêté quelques 2 semaines plus tard avec 10 kilos de cannabis dans le coffre de sa voiture, ce qui en fait une reconversion, on va dire, pour une sortie de prison un peu ratée. Et Dominique Perben, garde des Sceaux dans tous les sens du terme ou presque, a réussi à imaginer immédiatement une loi française pour s'indigner et éviter que quelqu'un qui vienne sorti de prison et qui éventuellement pour lui est un délinquant touche en quelque sorte des droits d'auteur. Alors c'est une vieille idée qui existe aux États-Unis où on prive les serial killers qui publient leurs mémoires, on leur interdit pas de publier leurs mémoires depuis leur prison, on leur interdit de percevoir des royalties. Voilà. Et on interdit par exemple dans la loi allemande qui existait pour Mein Kampf, on avait privé donc les héritiers d'Hitler des droits d'auteur tout en permettant l'édition de façon contrôlée et scientifique de Mein Kampf. Et en Israël, on a le même débat sur les mémoires d'Eichmann écrites depuis sa cellule en détention avant qu'il ne soit jugé. Là où Dominique Perben se trompe grandement, c'est qu'au lieu d'imaginer un système de privation des droits d'auteur, il crée une nouvelle loi de censure puisqu'il dit non pas nous allons confisquer les droits d'auteur, nous allons empêcher ceux qui sont en prison, mis en cause dans une affaire, de raconter ce qu'ils veulent, de publier un livre. Et là, on n'est plus dans la confiscation des droits d'auteur, on est dans l'interdiction, une double peine. L'interdiction pour quelqu'un comme Omar Haddad, par exemple, emprisonné, condamné, c'est vrai condamné, pas gracié, mais sur lequel on peut avoir des doutes quant à sa culpabilité. Omar Haddad avait fait un livre quand il était en prison pour clamer son innocence. Ça veut dire que ce livre ne serait plus possible aujourd'hui, sous la loi Perben, puisque ce livre s'inscrit dans l'idée de faire du profit, entre guillemets, à partir d'une situation. Bertrand Cantat, évidemment, chantant. Selon Dominique Perben, Bertrand Cantat ne devrait pas chanter ou même écrire un livre de regret
pour expliquer à quel point le meurtre qu'il a commis est une abomination. Emmanuel Pierrat, ça signifie qu'au fond, vous pensez qu'il reste encore des éléments de censure d'État et que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'au fond, la censure, c'est d'abord une affaire de groupes de pression, de lobby, etc. En France, c'est ça l'essentiel. C'est juste ou c'est pas juste? C'est juste, c'est beaucoup une affaire de pression, de groupe de pression, c'est une affaire de privatisation. La censure, elle s'est privatisée, elle est passée globalement de l'État, effectivement, de la censure incarnée par le procureur Pinard 1857, Flaubert en janvier, Baudelaire en juillet, Eugène Sue en novembre, oui, et puis on peut aller comme ça jusqu'à Charles Pasqua dans les années 80, lors de la première cohabitation. Mais il n'est pas du côté de Eugène Sue, Charles Pasqua. Non, il est du côté de Pinard. Du côté de Pinard. On peut aller comme ça dans un grand continuum, mais l'État n'a pas complètement lâché la main. C'est-à-dire que l'État a laissé d'un seul coup la privatisation de la censure, des groupuscules se constituer et pouvoir attaquer de partout, et des groupuscules bien pensants et des groupuscules extrémistes. Quand je plaidais encore une fois contre Michel Houellebecq, j'avais d'un côté la Ligue islamique, pour Michel Houellebecq, la Ligue islamique mondiale, et de l'autre côté la Ligue des droits de l'homme, qui m'attaquait sur les mêmes fondements. L'une qui demandait l'application de la charia en France, donc de la loi islamique, et l'autre qui, évidemment, propage à la fois la liberté d'expression, mais surtout, cette fois-ci, était dans la lutte supposée contre le racisme et se trompait de combat. Donc, ça, c'est la privatisation de la censure. En plus de quoi, on nous demandait à Michel Houellebecq, et à moi, entre guillemets, on nous demandait 1 million d'euros. Ça, c'est la vraie privatisation. Là où l'État, auparavant, aurait demandé l'interdiction. Oui. Mais l'État n'a pas complètement abandonné tous ses espoirs. Il continue chaque année à produire 1 ou 2 lois de censure. La loi sur les fake news, qui a été en débat tout cet automne, la loi sur le secret des affaires, qui est passée il n'y a pas si longtemps, des lois sur l'incitation au terrorisme, qui en apparence seraient pour lutter contre le fait de rejoindre Daesh, et en réalité pénalisent des propos qui sont certes sans doute imbéciles, mais qui relèvent, selon moi, de la liberté. Voilà. Alors, par exemple, l'État est toujours un grand censeur. Vous pensez, puisque vous avez cité Daesh, que lorsque des gens sont inquiétés seulement parce qu'ils essayent sur leur ordinateur d'avoir des contacts avec Daesh ou parce qu'on voit qu'ils sont des sympathisants de Daesh, la police vient saisir leur ordinateur, etc., ils sont inquiétés, quelquefois mis en prison, on a tort de le faire. Mais à ce moment-là, comment faire de la prévention par rapport au terrorisme ? Alors, nous sommes d'accord. Notre problème, c'est que la République, face à un problème de société, a une difficulté qu'elle rencontre chez des gens qui sont en perdition, qui sont déroutés, qui sont attirés par des sirènes les plus nauséabondes. C'est qu'au lieu de passer par la pédagogie, par la prévention, par beaucoup de choses, on en passe par la répression, par la loi de censure et par l'interdiction. Je reviens sur cet exemple, mais en revenant, c'est lié à cette question de Daesh. La loi dont je parlais tout à l'heure, c'est celle qui a été prise à l'automne 2014 qui pénalise l'incitation à passer au rang à l'incitation au terrorisme. C'est une loi qui, concrètement, interdit de dire « allez, vive Daesh !» et qui, d'un seul coup, considère que ce propos donc, est interdit et doit être poursuivi. Le résultat, c'est qu'on a très peu poursuivi des gens qui allaient rejoindre les rangs de Daesh. On a poursuivi qui ? Deux adolescentes à Nantes qui montaient dans un bus en disant « Nous sommes les sœurs Kouachi et on va te buter ». Elles n'avaient pas d'armes, hein. C'était juste 2 crétines qui s'en prenaient au chauffeur de bus en lui disant comme ça, en semi-plaisantant, semi de façon idiote, comme une adolescente peut le faire. Je pense à mes propres filles quand je vois cette image. Le résultat, c'est que ces jeunes filles ont été condamnées à 6 mois de prison. Je ne suis pas persuadé qu'en sortant de prison, on en fasse des citoyennes particulièrement exemplaires et réfléchies pour aller voter le lendemain matin et qu'on ait véritablement traité le problème de savoir si ou non... Vous n'avez pas répondu à ma question. Évidemment, mais ça n'est pas en privant les gens d'aller regarder un site qui concerne Daesh qu'on arrivera à leur enlever des idées nauséabondes de la tête, parce qu'il y aura toujours d'autres moyens pour y arriver. C'est tout le problème. Mais la prévention, mais c'est l'éducation, c'est l'école. C'est l'école. D'accord. Mais si ces gens-là sont susceptibles éventuellement d'être à l'origine d'un attentat terroriste, est-ce que le fait que, par exemple... je n'aime pas l'idée qu'on suppose que les gens vont commettre quelque chose. Le problème du droit, c'est que le droit sanctionne ce qui a été fait, non pas les intentions que pourraient avoir les gens qu'ils n'ont pas encore traduites par des actes. C'est toute la difficulté. L'assignation à résidence qu'on utilise aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme, elle repose sur un délit de sale gueule, qui consiste à dire « vous n'avez rien fait, mais je pense que vous pourriez faire quelque chose de mal ». Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est Big Brother qui vous dit « vous, je vous juge à l'avance sur votre physique, sur votre passé, sur vos goûts, je pense que vous êtes un futur délinquant, donc je vais vous éliminer ». Et on est dans quelque chose qui est, c'est la physiognomie, c'est le 19e siècle, c'est la barbarie pour moi. Ça peut être aussi un casier judiciaire. C'est le contraire de l'état de droit. Mais le casier judiciaire, ça veut dire que vous avez été jugé, vous avez été condamné, que vous avez effectué votre peine et qu'elles sont inscrites pour que le jour où vous êtes à nouveau jugé, on se souvienne que vous avez déjà commis.
Mais ce n'est pas parce que vous avez un casier judiciaire que vous êtes interdit de circuler et on doit considérer que ce n'est même pas la peine que vous commettiez l'acte suivant, puisque vous êtes de toute façon condamné avant même de l'avoir commis. On est dans quelque chose qui est ahurissant, qui ne laisse pas le droit à la rédemption, à la modification, au changement, à la métamorphose et surtout à la liberté. C'est liberticide et très dangereux. C'est-à-dire, de ce point de vue, vous pensez que l'État français est liberticide et très dangereux en matière, au fond, de censure d'un certain nombre de pratiques qui sont faites par des apprentis terroristes. Alors moi, je dis apprentis terroristes, vous vous dites « Ah, mais on n'est pas sûr, on n'est pas sûr !» Non, je dis effectivement qu'il vaut mieux prendre le risque, il faut être capable d'accepter ça, cette idée. Il vaut mieux prendre le risque de considérer qu'on a éventuellement devant nous une petite cellule terroriste qui peut-être est en train de naître, plutôt et qu'on va prendre le risque et qu'on va le gérer de façon policière et du renseignement ce qu'on veut pour pouvoir déjouer l'attentat, plutôt que de considérer qu'il est juste d'attraper un groupe d'innocents ou de gens qui finalement sont en train de faire toute autre chose et de les embastiller. Moi je pense que la démocratie, elle considère qu'il faut juger véritablement sur pièce et non pas préjuger, sinon on est de l'autre côté de la barrière et on devient Daesh au lieu d'être des républicains. Pour vous c'est du domaine donc, de la police et non pas de la justice, effectivement. La police c'est de l'enquête. C'est la police, c'est du renseignement, c'est de la surveillance, c'est tout ce que vous voudrez, mais ça ne peut pas être du domaine de la justice qui décide de préjuger et de condamner les gens par avance. Encore une fois, on est dans la science-fiction et dans quelque chose qui s'appelle aussi ailleurs une dictature. Alors il y a un autre thème que vous abordez dans votre livre et qui me paraît très important, c'est Eros et Thanatos, ce vieux couple héros des arts qui sont en butte, dites-vous, à une adversité absolument insoupçonnable. Alors on a commencé cette émission avec des textes qui sont jugés pornographiques. En fait, il y a des associations qui se font une spécialité de poursuivre des tentations pornographiques. Alors, dans votre livre, vous montrez que ce n'est pas seulement la pornographie qui pose problème, mais c'est aussi la question de la mort et la manière dont on aborde la question de la mort. Oui, ça fait partie des nouveaux tabous, en quelque sorte. Dans l'histoire de l'art, j'ai cité le 19e siècle tout à l'heure. Le 19e siècle est fait de masques post-mortem, de mains de morts que l'on moule et que l'on reproduit et que on vénère. Ça sera fait ensuite, à l'arrivée de la photographie, de portraits où on pose avec le corps, où la famille pose. Les plus grande proximité avec la mort qu'aujourd'hui. Évidemment, des choses qui étaient parfaitement acceptées socialement et permettaient de faire ce qu'on appelle le travail de deuil, entre autres, de garder quelque chose, d'être dans une impression aussi que le corps du défunt n'est plus vraiment un corps de vivant, mais pas complètement non plus un cadavre en train de pourrir. Quelque chose de particulier. Aujourd'hui, on refuse d'affronter ça. Depuis, je pense, le corps de François Mitterrand, photographié à la volée par un paparazzi et publié immédiatement interdit, en passant par le préfet Erignac, dont le corps ensanglanté avec la tête et du sang qui coulait sur un trottoir de Corse a été photographié et publié dans Paris Match, en passant par les victimes de terrorisme. Nous sommes devenus très 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 pudiques et nous n'acceptons plus de voir que nous sommes mortels. De la même façon que nous n'admettons plus de considérer que nous sommes capables de fumer, de boire. La loi Evin interdit de faire la promotion de la cigarette et de l'alcool à l'écran et dans un grand nombre de pratiques culturelles, alors qu'il est autorisé encore, et ce n'est pas une incitation parce que j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, donc on est autorisé de fumer sur le trottoir, mais dans un film qui passe à 20h sur TF1 ou 20h50 sur TF1 le dimanche soir, vous ne fumez plus. On enlève la cigarette parce que c'est un comportement amoral où les personnages de fiction doivent être plus légaux. Et mâchouille plus légaux. André Malraux sur la photographie par Gisèle Freund, absolument célèbre photographie où il a normalement la clope au bec comme ça avec les cheveux dans le vent. Il a perdu sa cigarette, ce qui fait qu'il a l'air de gommer une mouche, parce qu'on a l'air un peu idiot quand on est comme ça, la bouche en avant sans cigarette. Jean-Paul Sartre, à la Bibliothèque nationale de France, a perdu son clope. Jacques Tati, également, lorsqu'il est en train à la Cinémathèque de fumer la pipe, il s'est remplacé par un tourniquet. Donc on est dans un monde ahurissant où on ne peut pas être mort, on ne peut pas être dans une pratique médicale dangereuse, on ne peut plus être anorexique. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée l'année dernière qui interdit l'utilisation des mannequins anorexiques ou supposés être anorexiques, donc qui seraient trop maigres parce que ça inciterait à l'anorexie. Toutes ces lois partent d'une bonne idée. L'idée, c'est en général de protéger notre santé, nous aider à mieux vivre. Très bien, mais ce faisant, nous ne combattons pas véritablement le trou de la Sécu, nous sommes plutôt en train d'essayer d'avoir une société aseptisée dans laquelle tout le monde est parfait. Personne n'est malade, personne n'est mourant, personne n'est décharné. Facebook censure en ce moment les images de gamins décharnés ou de victimes dans les camps ou dans des bombardements au Yémen de l'Arabie Saoudite. Il y a là quelque chose
tourne pas rond. Mais dans le domaine de la censure, pardon, mais effectivement, l'enfer est pavé des meilleures intentions. Et donc, ce sont paradoxalement, finalement, assez souvent, des gens qui se proclament défenseurs des droits de l'homme qui leur portent atteinte par la censure. Alors la censure, La censure, elle a toujours une bonne raison d'exister. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours, évidemment... Des gens qui se croient bons. Protéger la jeunesse, protéger votre santé, éviter la haine entre les uns et les autres, préserver la paix sociale, le vivre ensemble, etc. Oui, sauf que ça n'a pas passé par l'interdit. L'interdit n'est pas le vivre ensemble. L'interdit, c'est le contraire du vivre ensemble. C'est l'anathème. C'est le tabou. Mais je reprends l'exemple que vous avez pris en commençant sur la question de la mort. Le photographe qui prend donc en fait, je crois d'ailleurs que c'est le gendre de Mitterrand, qui prend des photos de François Mitterrand mort. On peut dire que s'il vole cette image, je crois qu'il y a des lois sur le droit à l'image, il y a un problème qui est posé, non ? Oui, il y a un problème qui est posé. Donc c'est normal que la justice s'en saisisse. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que notre société a fait un virage complet et étrange, parce que moralement, je ne suis pas du tout sûr qu'on soit dans la même évolution que celle qui consiste désormais à réprimer le sexisme, l'homophobie, le racisme, le négationnisme. On est en train de réprimer une pratique qui me paraît peut-être relevée lorsque les proches se sentent intimement violés dans cette intimité peut-être de l'image de leur défunt et qu'ils n'auraient plus la même pratique au XIXe siècle, pourquoi pas. Mais là, on est dans une morale publique où le procureur de la République décide de lui-même qu'il y a quelque chose de choquant selon lui, sans nécessairement demander l'avis de la famille, et décide que par conséquent, on doit interdire de montrer des photos de victimes d'attentats. Pourquoi ? Moi, je pense qu'une photo de victime d'attentat, c'est abominable, ça fait souffrir. En même temps, c'est beaucoup plus éloquent que 100 000 messages d'incitation à ne pas rejoindre les rangs de Daesh. Vous êtes en train de nous dire, ça, c'est mon point de vue peut-être un peu candide. J'ai compris, mais donc vous nous incitez à penser qu'il faudrait que la famille de la victime éventuellement porte plainte pour que vous acceptiez cette plainte. Si c'est le procureur, vous dites que ce n'est pas à lui de le faire. Oui. Et je pense. Et alors, si la famille porte plainte, vous acceptez. Et puis, ça dépend aussi de la disposition qu'a voulu le mort. Moi, je pense qu'il faut. On a un problème ici dans le rapport à la mort, à la dignité de mourir et aux exécutions, aux choix des uns et des autres de passer par telle ou telle pratique. Si quelqu'un décide à laisser des dispositions indiquant que j'aimerais que mon masque mortuaire soit fait, qu'on publie mon portrait, j'en sais rien, la famille n'a rien à y redire, selon moi. Alors donc, dans certains cas, la famille non plus n'a rien à dire. Ne devrait rien avoir à redire. Mais nous ne sommes pas dans une société aujourd'hui qui pense ainsi. Nous sommes dans une société qui considère que même le ministère public ou le procureur, qui de près ou de loin n'est jamais venu dans cette famille, ne connaît personne, peut d'un seul coup décider qu'il poursuit un journal ou qu'il poursuit je ne sais pas quoi parce que la photo est reproduite d'un homme sans vie. Et là, il y a quelque chose qui consiste à considérer donc que dans une société idyllique où personne ne meurt. Moi, ça me pose un problème. C'est le même que sur la présomption d'innocence. Quand en 2000, Mme Guigou, qui était garde des Sceaux, fait voter, et c'est une bonne chose, la loi sur la présomption d'innocence, qui dit chacun est présumé innocent. Là où il y a une difficulté, c'est que pendant que le débat a lieu au Parlement, un fait divers intervient avec un guide de haute montagne qui emmène des touristes faire du hors-piste et une avalanche de morts. Le guide de haute montagne est photographié, filmé plutôt par France 3 Rhône-Alpes, avec des menottes, au fond d'une cage d'une gendarmerie et se défend face à le projecteur qui l'agresse. Il a son pantalon qui tombe parce qu'on lui a retiré sa ceinture en raison de la garde à vue pour éviter qu'il ne se suicide. Ce type a l'air d'un animal, quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait. Il est présumé innocent. L'image choque, elle est montrée. La députation nationale vote dans la même minute un article 2, en plus de celui qu'on vient de voter sur le respect de la présomption d'innocence, qui dit qu'on ne doit plus montrer une personne menottée ou entravée. Le résultat, partant de cette bonne intention, c'est que depuis 2000, depuis 18 ans, l'avocat que je suis sait qu'on ne peut plus montrer une seule personne menottée ou entravée. On ne peut plus avoir de débat sur l'utilisation des menottes en France, qui est pour moi un usage coercitif qui dépasse largement le cadre de la sécurité nécessaire. C'est-à-dire qu'on arrête des tas de gens qui ne sont pas prêts de s'enfuir et on leur passe les menottes pour les humilier et les attacher quelque part. Et vous voyez le fait de cette loi qui consiste à ce que quand on filme un détenu ou Redouane Faïd arrêté, qu'on emmène depuis sa planque jusqu'à une maison d'arrêt, il est filmé avec un blouson par-dessus les menottes qui donne l'impression qu'on... Voilà. Donc on est dans une société totalement irréelle
où pour ne pas montrer quelqu'un de menotté, on en arrive à ne plus montrer une menotte du tout et ne plus avoir de débat sur les menottes, parce que comme on ne peut pas montrer les menottes, on ne peut pas illustrer le sujet, donc on ne fait plus de débat aujourd'hui sur cette question. En fait, on est en face d'une dérive, et vous montrez une dérive, finalement, d'un certain nombre de lois qui sont bien intentionnées, mais qui tournent mal. Alors, les dérives, vous les montrez aussi par rapport au passé. Et par exemple, ce que vous dites sur les statues de Lénine qu'on décapite, les portraits de Marx qu'on défait et qu'on enlève de la société, ça vous paraît insupportable parce qu'il faut assumer d'une certaine façon son passé. Mais en même temps, on peut comprendre que les références ne sont plus les mêmes et qu'elles changent. Alors, vous voudriez comme ça que les références s'additionnent les unes aux autres ? Moi, je suis toujours surpris dans le mouvement de déboulonnage en ce moment des statues dans les universités américaines, sur les campus, en Afrique du Sud, à New York, les généraux sudistes, en même temps que Christophe Colomb. Tout ce grand bazar dans lequel on enlève toutes les statues de gens qui auraient pu être d'un côté des héros et de l'autre côté ne pas avoir été des citoyens exemplaires. C'est Colomb, hein. C'est le découvreur de l'Amérique et en même temps, on peut dire peut-être un génocidaire d'Indiens. Que sais-je. Là, il y a quelque chose qui pose un problème. Parce que le déboulonnage des statues est une pratique qui, moi, m'inquiète toujours et donne l'impression qu'on veut éradiquer ou effacer le passé. Et en s'en prenant à des œuvres d'art. Vous voulez dire assumons notre passé. Il faut assumer notre passé. Il faut l'assumer. Il y a un exemple dans Paris, il y a des statues déboulonnées qu'on n'a jamais remises et sur lesquelles il n'y a aucune explication. Celle de Raspail, celle d'Arago, ce sont des grands personnages de la République, souvent des francs-maçons, qui ont été déboulonnés et fondus en 1941 par les Allemands pour faire du bronze, en enlevant les statues de gens qui considéraient, Étienne Dolay, place de la Mutualité, des gens qui considèrent comme, même Mutualité, qui considéraient comme n'étant pas conciliables avec l'esprit de la France de Vichy. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces statues n'existent plus, qu'il n'y a même pas une plaque pour indiquer qui étaient ces hommes. C'est vide, les socles sont vides, et on n'en sait rien. On aurait dû garder ces statues, au minimum mettre une plaque. On devrait mettre une plaque devant la statue de Jules Ferry qui se trouve dans le jardin des Tuileries, qui est une statue à la fois d'un grand républicain pour l'éducation et en même temps un type pas fréquentable sur la colonisation. Ouais, on voit cette statue où on voit un petit noir et un petit jaune qui sont comme des animaux auxquels la France colonisatrice et Jules Ferry apporteraient les lumières. Ils sont dans l'ignorance et dans la crasse. C'est une statue, pour moi, qui me fait vomir. Je ne suis pas pour qu'on l'enlève, je suis pour qu'on mette dessus une plaque indiquant, voilà, Jules Ferry d'un côté c'est l'éducation, de l'autre côté c'est malgré tout la colonisation. Et ne pas tomber dans l'anachronisme délirant non plus. Donc parce que si on commence à déboulonner toutes les statues, alors on peut déboulonner tout de la même façon qu'on peut vider toutes nos bibliothèques. Personne ne résiste au tri et à l'examen d'une vie parfaite. Alors je vais vous mettre sur un dernier exemple que vous citez dans votre livre, c'est l'exemple de Carmen. Alors de cette façon on a déboulonné Carmen, parce que quand on dit qu'à la fin de l'opéra de Bizet, et les Italiens ont voulu que ça se finisse, non pas par la mort de Carmen, mais au contraire par la vie de Carmen. Alors là, les œuvres sont complètement travaillées, triturées pour être conformes à l'esprit du temps. Alors, c'est Carmen qui devient effectivement l'assassin, si je puis me permettre, ou la meurtrière à la fin, dans cette mise en scène qui a été faite en Italie dans un festival, au motif qu'il y aurait là un féminicide. C'est-à-dire le meurtre d'une femme considéré comme un féminicide. La difficulté, c'est pas de refaire l'opéra et de changer la mise en scène, parce que ça fait partie des choses qui sont toujours faites. Modifier un opéra, éluder, refaire une mise en scène différente, faire qu'un personnage est habillé en Mickey plutôt qu'on comme au 19e siècle, ça n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est le propos du metteur en scène, qui dit « Je ne supporte pas l'idée qu'on applaudisse au meurtre d'une femme ». Mais on n'applaudit pas, quand on regarde Carmen, au meurtre d'une femme. On applaudit à la beauté du chant, au décor, au costume, à l'opéra, à l'œuvre de Bizet. On n'applaudit pas. Ce type ne mérite pas, d'être metteur en scène. Je ne vais pas le censurer, mais je trouve ça lui, il a censuré Carmen. Il a censuré Carmen. Avec un argument le plus débile, et le plus méprisant qui soit pour les spectateurs. Évidemment. C'est-à-dire de considérer qu'on doit changer la fin parce que c'est à ce moment-là que les spectateurs applaudissent et que ça serait sur le féminisme. Est-ce que le fond du problème, finalement, c'est pas l'éducation de l'opinion publique pour que l'opinion publique comprenne ce qui est de l'ordre du passé et qu'il faut assumer, que l'opinion publique comprenne ce qui est de l'ordre d'un moment donné où tel ou tel dérapage a eu lieu, et qu'au fond, la question qui est posée, c'est que l'État ne fait pas suffisamment confiance au processus d'éducation et finalement préfère l'interdiction. Bien sûr. L'État ne fait pas assez confiance à l'éducation, ou nous ne faisons pas assez confiance aux éducateurs à l'école. Et puis, par moments, quand même, l'État fait des petites pistes, je trouve intéressantes, des petites lignes de crête. Il y avait l'exposition il n'y a pas longtemps au musée du Quai Branly, que je cite dans mon livre, qui s'appelle « Peinture des lointains ». Oui.
sur l'exposition, c'est les peintures coloniales, pour faire simple. C'est les peintres qu'on a envoyés dans les colonies françaises, portraiturer, représenter des scènes de la vie courante qui se voulaient assez exotiques. Cette exposition, elle présente notamment un tableau d'Émile Bernard dont l'ancien titre était La Négresse, lorsque ce tableau était peint. C'est une très belle femme sénégalaise, avec un boubou traditionnel, qui est très très digne, mais le titre est un problème. Alors, plutôt que d'effacer l'ancien titre, on peut comprendre que de ne pas laisser le titre ancien parce que des scolaires viennent, sans doute accompagnés par l'instituteur, mais malgré tout, peut-être qu'il n'est pas une très bonne chose que de gamins de 8 ou 10 ans, d'un seul coup, voient le mot négresse comme ça livré, sans explication. Ce qui a été fait, c'est de mettre ancien titre la négresse, nouveau titre la femme africaine. Voilà, on est dans cette articulation que moi je trouve intéressante, cette ligne de crête, dans laquelle on utilise à la fois, on respecte l'histoire, on rappelle ce que ça a été, et on dit que dans certains cas, on ne peut pas continuer à utiliser pour désigner quelque chose. Vous êtes dans la ligne directe voilà. de ce qu'on disait sur Céline, c'est-à-dire au fond Oui, des explications. Bien sûr, évidemment. Des explications. Nous sommes pour la parapet critique, nous sommes pour l'édition critique, pour la préface Et la intelligente, pédagogie à pour la l'endroit des plus jeunes, pédagogie, pour l'éclair. Il y a toujours quelqu'un qui dira oui, mais on saute la préface. Non. La préface, elle fait partie intégrante de ce qu'on propose. Et c'est par ce biais-là qu'on permet d'aller vers l'absence de haine envers les autres et de la concilier avec la liberté d'expression la plus absolue. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la loi de 72 ? Est-ce que vous pensez qu'elle est légitime, qui interdit les textes racistes ou antisémites ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'abroger ? Je pense qu'elle est beaucoup plus légitime que d'autres lois de censure. Mon problème premier, ça n'est pas tellement la loi de 72, c'est le fait qu'elle est mise sur le même pied d'égalité que l'atteinte à la vie privée, par exemple, ou que la loi Evin avec les cigarettes et le tabac. Je pense que le problème du racisme ou de l'antisémitisme n'est pas de la même portée que celui de promouvoir la cigarette dans Casablanca ou dans les tontons flingueurs. Et la loi ne fait pas les distinguos. Les 450 lois de censure qui existent en France dans la République... Donc vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas pour le... Je pense qu'on devrait arriver à l'abrogation de ces lois si nous faisions le travail d'éducation qui consiste à être suffisamment critique et à susciter l'esprit critique. Ce n'est pas à vous, Antoine Spire, j'ai besoin d'expliquer ce que ça veut dire. L'éducation, la façon de travailler, l'apprentissage de la culture, l'apprentissage de la possibilité de dialoguer et de discuter du propos d'un auteur. Quand nous serons capables à l'école de former nos enfants pour qu'ils soient arrivés à ce stade-là, alors nous arriverons dans cette société utopique et parfaite à laquelle je rêve et j'aspire, qui permettra d'éliminer toute censure et tout interdit. Merci Emmanuel Pierrat. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nouvelle morale, Nouvelle censure, paru chez Gallimard, que vous êtes l'auteur du Code de la liberté d'expression chez Anne Rideau et qu'il y a un nouveau livre qui va sortir incessamment. Le grand livre de la censure, le grand livre de chez la censure, Plon. Chez Plon. Bon, merci vraiment Merci de infiniment. votre invitation. Je voudrais conseiller à nos téléspectateurs de réfléchir à ce qui est loisible de regarder, de penser, de sentir, et de se dire qu'il y a toujours la possibilité de lutter contre toute censure. Merci.